Vous avez reçu en voyant les présentations, bonjour. Ah, il n'y a pas de quoi. Il y a une petite place ici. Vous savez que je m'appelle Guy Corriveau. Vous savez également que je suis conseiller pédagogique, c'est ce que la description de l'atelier peut présumer. Je suis donc conseiller au Collège Shawinigan depuis une douzaine d'années. J'accompagne les enseignants à la formation régulière ou à l'enseignement ordinaire, comme le dit le ministère, parce que je trouve ça ordinaire comme appellation. Bon, on va avoir un catalyseur ici. Tu vas au dîner? Non. C'est normal. Alors, je suis à l'enseignement régulier depuis une douzaine d'années. J'accompagne les enseignants. Et que, je vous dirais, ça compense la formation ou l'expérience de travail qui était la mienne comme enseignant. Ça la compense, vous comprendrez dans un instant de quelle manière. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années au secondaire surtout. C'est Sébastien, tu me disais? Oui. Sébastien est un de mes anciens élèves. Je ne ferai pas la boutade qu'on a entendue ce matin, mais Sébastien est un de mes anciens élèves du secondaire. J'ai aussi enseigné un petit peu au collégial, 3 semaines. C'est tout à donné pour remplacer un enseignant qui partait et qui revenait. Mais ça m'a permis d'éprouver que j'avais quand même des habiletés assez transférables et puis que j'avais certains besoins de gérer des situations pas toujours évidentes. J'ai également quelques expériences d'enseignement à l'université comme chargé de cours. Ceci étant dit, ce qui compense la formation ou l'expérience de professionnel que j'ai auprès des jeunes, c'est le fait que depuis 12 ans, j'accompagne les adultes. Je comprends ce qu'est la formation aux adultes, bien que les adultes enseignants sont en général des gens assez volontaires et je dirais motivés quand on les retrouve dans une formation. Quand vous avez accepté ou choisi cet atelier, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. Peut-être par défaut, vous y êtes, les autres étaient plates, ceux-là étaient moins plates. Mais quand vous avez choisi cet atelier-ci, vous avez lu comme description, poser des questions en classe. À quoi bon questionner les étudiants en classe? Y a-t-il un remède aux questions qui tombent à plat et restent sans réponse? Comment une question inutile peut-elle être utile? Cet atelier donnera-t-il des réponses ou ne laissera-t-il que des questions? C'est à ça que vous avez répondu. Cet atelier, donc, s'intéresse à un outil qui est extrêmement présent dans l'enseignement à toutes sortes de moments. Le questionnement comme technique qu'on peut aussi amener au niveau de l'art. Vous avez vu dans le petit feuillet, l'art de questionner, c'est pas moi qui ai donné ce titre-là, c'est une dérive des conseillères qui organisaient le colloque d'aujourd'hui. Parce que moi, je l'amène sous l'aspect technique avec vous. Je vais regarder aujourd'hui ces différents aspects techniques à la technique du questionnement, bien que je ne crois pas qu'enseigner soit une profession technique, c'est prendre des décisions, c'est faire face à des situations qui ne reviendront jamais une deuxième fois telles quelles. Donc, on est toujours en train de prendre des décisions, essayer des choses, puis à peu près adapter nos stratégies à la situation telle qu'elle se présente. Ceci étant dit, bonjour. Êtes-vous d'accord? Oui. Ceci étant dit, on en regarde des aspects un peu techniques, mais on va regarder aussi tout l'arrière-plan à cette technique-là et qui en justifie la pertinence pour un enseignant. C'est un outil, disais-je, omniprésent. Je fais des observations en classe depuis quelques années. C'est lié à l'évaluation formative des enseignements. J'ai quelques 25 observations derrière la cravate là, depuis 3 ans environ. Et je vois que je ne suis pas le seul à adopter le questionnement. C'est très présent. C'est même assez rare que ce soit absent dans un enseignement. Ceci étant dit, c'est présent beaucoup dans l'exposé. On sait que l'exposé en soi finit par, si par exemple je continue comme ça pendant une cinquantaine de minutes, je vais vous voir vous mettre à digérer, mais on sait que l'exposé a ses limites et que le questionnement vient ajouter quelque chose à ça. On le pense en tout cas. Il n'y a pas que là qui soit utile. Il est très utile quand on est en laboratoire, quand on fait des rondes par exemple, qu'on s'approche des équipes. Question. Ça va? Oui. Où en êtes-vous? C'est des questions. Bon. C'est également présent en stage quand, je ne sais pas moi, on introduit un stagiaire ou un stagiaire à un geste assez complexe qu'il va faire. Comment es-tu préparé? Tu vas faire quoi? Avec la patiente, t'envisages quoi? OK. Puis au retour, puis ça s'est passé comment? Peux-tu me rapporter les choses qui ont été difficiles, moins difficiles? Et quand tu as fait ça, tu pensais à quoi quand tu le faisais? Vous voyez, le questionnement peut aller très loin, en stage comme partout ailleurs. Quand on répond aux questions des étudiants, par exemple, je suis assis à l'avant, puis il y a une file qui vient se faire expliquer
des choses, par exemple, par rapport à des exercices. Je peux aussi utiliser le questionnement. Je comprends rien. Ah, qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as lu? OK, ensuite tu as fait quoi? Je peux par le questionnement, et même je pourrais n'utiliser que le questionnement pour amener quelqu'un à la réponse. Vous avez déjà vécu ce moment-là où juste un coup de petite question, la personne fait « Ah oui, c'est vrai! » Elle repart avec sa réponse. On ne sait pas ce qu'elle a trouvé, mais elle l'a trouvé. Ça vous est déjà arrivé? Oui? Vous êtes plus circonspect que ceux de ce matin. Malgré une rigolade ici tout à l'heure. Vous êtes très à l'écoute, c'est très intéressant. Donc, le questionnement est très, très présent dans l'enseignement. Je dois dire que je constate, au fil des années, que l'approche par compétence au milieu des années 90 a pris beaucoup de place dans nos préoccupations. Elle a occupé beaucoup de temps d'antenne dans les formations. Et on s'est intéressé beaucoup aux activités des étudiants, aux pédagogies actives. Et je pense que ça a apporté ombrage à certaines habiletés de base qui sont importantes, dont le questionnement en classe. J'ai, pour cet atelier-ci, fait une recherche. J'ai consulté nombre d'ouvrages. Je ne trouvais nulle part une réponse à mes questions, quelque chose qui fasse le tour des techniques du questionnement. Après l'atelier, je vous remettrai ceci, qui est une synthèse de tout ce que j'ai trouvé. Ce sont tous les sujets que nous abordons aujourd'hui, mais décrits de façon plus articulée, je vous dirais. En lecture, vous retrouverez l'essentiel de tout ce qui est le menu d'aujourd'hui, écrit par moi-même. J'aime bien écrire. Ça n'est donc pas du repiquage ramené là, c'est pas un mode universitaire, c'est mon style à moi pour des enseignants, pour du monde comme aujourd'hui, dans le fond. Ceci, donc, est un inédit. Vous le trouverez nulle part. Quand je l'ai présenté à des équivalents à ce que je fais, ça intéresse beaucoup de monde de mettre la main là-dessus. Je suis en train de vous dire, vous êtes chanceux. Il faudra être bien gentil pendant l'atelier et bien participer. Puisque cet atelier-ci va marcher avec des rudiments de base, ce ne seront que des questions qui vont nous mener là où elles pourront nous mener. Ça dépendra des réponses que vous y donnerez. Mais j'ai plus d'une flèche dans mon carquois. Plus d'une corde à mon arc. C'est parce qu'il y a plus d'une corde à mon arc, mais ça, un arc, ça n'a rien qu'une corde. Oui. Est-ce qu'on va parler des questionnements en examen ou en évaluation? Non, pas vraiment. Non, on est dans une spécificité. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'animation par le questionnement. Okay. Au fond, qu'on soit dans un exposé ou que j'anime des échanges, des équipes, il me semble que le questionnement doit être quelque chose qui fasse partie de nos stratégies. Donc, on regarde ça d'un point de vue un petit peu technique, comme je vous le disais, mais on va essayer de décoller un peu. Tout ceci étant dit, j'aimerais vous connaître un petit peu. Donc, je vous disais, tout à l'heure, je vous donnerai ceci. Devinez pourquoi je ne vous le donne pas maintenant? Qu'on soit attentif. Hein? Comment? Oui. Qu'on soit attentif. Pour que vous soyez attentifs. Effectivement, je veux que vous soyez avec moi, il y a ça. J'ai entendu quelque chose d'intéressant. Pas qu'on le lise. Effectivement, ça revient à que vous soyez attentifs. Mais c'est parce que si vous le lisez, vous allez avoir les réponses à certaines questions dont j'aimerais avec vous éprouver les possibilités, c'est-à-dire voir jusqu'où vous-même vous êtes capable d'aller avec vos réponses. Ça va? Oui. Ça va? En fait, je veux votre expérience. Je ne veux pas le savoir seulement. Bon, parlant d'expérience, allons-y tout de suite avec un petit test de connaissance. Je veux apprendre à me connaître un peu mieux. Qui parmi vous, en répondant à l'une de ces trois façons-là, qui parmi vous utilise le questionnement en classe ou les techniques de questionnement ou l'interrogation en classe, comme disent les Européens, volontairement et très souvent, spontanément, mais assez régulièrement, peu ou très peu? Alors, qui parmi vous, en levant la main, utilise le questionnement volontairement et très souvent? Spontanément, mais assez régulièrement? Peu ou très peu? Intéressant. Quand vous dites peu ou très peu, monsieur, c'est... En fait, c'est entre spontanément et peu. Ouais. C'est quand la situation s'y prête, mais pas activement. Je n'ai pas développé ça. Donc quand vous voyez une brèche s'ouvrir, l'occasion s'y prête, mais beaucoup de questions de validation, ça, régulièrement, mais des questions actives pour faire évoluer la situation. Intéressant. Vous avez un profil de groupe très différent du précédent. Il y en avait comme, un, comme ici, qui choisissait C, puis tout le reste du groupe se divisait entre A et B. Alors, vous êtes majoritairement dans le B. Deuxième question, et là, c'est par oui ou non que vous y répondez. Quand vous posez une question, est-ce que ce sont toujours généralement les mêmes étudiants qui répondent? Oui. Oui? Oui. Non?
Quand vous posez une question, les étudiants doivent-ils lever la main pour y répondre? Oui? Non? Ma question n'est pas claire? Donc, en d'autres mots, est-ce que vous demandez à vos étudiants de répondre en levant de lever la main avant de répondre? Oui, j'en ai vu 2 ou 3 lever la main. C'est bien ça? Pourquoi les deux mains? Aussi, quand j'ai un groupe de 34 qui ont intérêt à lever la main, là, mais quand ils sont 10, ils peuvent se laisser aller allègrement. Très intéressant. Quand on a 34, là, c'est gros. Très intéressant. Pour moi, il serait 3 qui devraient lever la main quand même. Pour moi, j'en aurais 3, ils lèveraient la main quand même. On va essayer de voir pourquoi je le fais comme ça. Puis peut-être que dans votre façon de faire, il y a quelque chose que je ne sais pas encore. Vous comprenez? Pourquoi vous avez levé les 2 mains tout à l'heure? Justement parce que j'étais dans la même situation. Tout dépend du groupe. J'ai eu une petite cohorte et vu que j'utilise spontanément la question, c'est pas tout le temps les mêmes. Je fais vraiment interagir tout le monde et même je vais reposer. C'est moi qui vais interagir déjà. La caméra est tombée? Non, mais Olivier a eu un spasme, je pense. Entre les genoux, les chevaux. Merci. Monsieur, vous avez levé la main? Oui, ben moi, j'ai donné à une couple de reprises des cours en ligne. Oui. C'est une autre dynamique et bon, les questions, peu importe que ce soit une question qui incite à développer un sujet ou une validation, les réactions sont très... J'ai pas de personne en face de moi, donc ils réagissent. OK, mais c'est... Bon, c'est très bien. Moi aussi, j'enseigne en ligne, et ce que je fais, moi, c'est parce que oui, c'est toujours les mêmes qui vont lever la main. Moi, je suis pas fine, je vais cibler des gens qui parlent moins souvent, parce qu'en plus, ils sont chez eux. Donc, je les sors de leur zone de confort, es-tu là? Okay, ça, c'était mon truc. On va s'en parler de la désignation. Ouais. Okay. Dernière question, avant que je porte mon appréciation globale. Dernière question donc, c'était quoi? Est-ce qu'il vous arrive, ou est-ce qu'il arrive à certains d'entre vous, de poser une question et qu'elle tombe à plat, c'est-à-dire qu'il s'installe un très long et inconfortable silence? Oui, bien. Parmi ceux et celles qui avaient levé la main, est-ce qu'il y en a qui s'arrivent encore assez régulièrement? Régulièrement. Régulièrement. Quand je dis assez régulièrement, c'est pas plus que régulièrement, c'est régulièrement. C'est même un petit peu moins que régulièrement. Mais ça arrive encore de temps en temps. Bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait un exemple de question qui a tombé à plat? Est-ce que c'est clair? Donc, tu as posé la question. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et là, ben, la seule chose que tu entends, c'est des bouches, là. Oui. Mais c'est vrai. Intéressant. Bien. Bon, mon constat, c'est que je m'en doutais, on a encore des choses à apprendre. Tant mieux, hein? Puis d'autre part, il ne suffit pas de vouloir pour que ça marche. Il faut savoir s'y prendre. Et ce qu'on va faire comme tournée va peut-être nous montrer comment mieux faire certaines choses et les rendre plus stratégiques. Ça va? Ça étant dit, vous me suivez? Oui, vous avez bien compris? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Bon. OK. Avant toute chose, on va se demander, est-ce qu'effectivement, on peut croire que ça ajoute quelque chose de poser des questions en classe? Donc, qui parmi vous croit que ça ajoute quelque chose de poser des questions en classe? Merci. Vous savez, c'est une question qui est bien inutile. Est-ce qu'on a-tu le choix de répondre oui ou non? Il faut bien répondre oui à ça. C'est un atelier sur l'art de poser des questions, les techniques du questionnement. Et en plus, un enfant peut sentir, oh, puis là, il veut qu'on dise oui. Il me semble qu'il faut dire oui. Mais pas si inutile qu'elle a l'air. Parce que maintenant que vous avez dit oui, je vais vous poser une deuxième question. Qu'est-ce que ça ajoute dans un cours de questionner? En d'autres mots, comme vous m'avez dit oui, je peux maintenant vous demander à quoi ça sert de poser des questions en classe. On le ferait pourquoi? Pour l'éveil de la matière. Pardon? Pour l'éveil de la matière. OK. On peut-tu dire l'éveil, éveiller l'intérêt? Oui, oui, c'est ça. OK. Wow! On en a manqué un. Vous savez que j'étais content de découvrir ce matin que c'était à Grec que ça se passe. Il y a des années, j'en ai pas eu entre les mains. Personne ne frappait les mains. Je pensais que je vais soulever. Ça, c'est une visuelle. Certain. Oui, monsieur El Bourakadi? Pour la validation. Validation, donc. Est-ce que c'est clair? C'est ça? Oui, c'est ça. Valider, dans le sens de vérifier la compréhension. OK. Vérifier la compréhension.
Permettez-moi de l'abréger. Oui, M. Luc. Garder le contact. OK, éveiller l'intérêt. Ouais, ça, On va le mettre ici, maintenir l'attention. c'est ça. On pourrait même mettre éveiller l'attention, parce que des fois, elle n'est peut-être même pas encore là. Hein? Oui, monsieur, puis ensuite, madame. Développer de l'interaction entre les personnes qui se relancent ou qui répondent de façon OK. consécutive. Faire interagir. Intéressant. Quoi d'autre? Madame, vous avez dit. Moi, je dirais ça force l'étudiant à réfléchir. OK. Réfléchir. Ça, d'abord, qui est en haut, c'est un F. C'est un F que je trouve, moi, que je l'ai inventé, j'étais content de moi. J'en avais jamais parlé avant aujourd'hui. Juste à ma fille. Oui. Le partage. Le partage, c'est-à-dire, c'est Partage différent de faire d'informations. l'interagir. Oh, c'est le partage d'informations. Ils ont des choses peut-être à nous amener. Oh, intéressant. OK. Je Intéressant. Oui. L'expérience du monde. Mhm. Comme aux adultes, il y en a qui ont déjà de l'expérience dans des domaines similaires. Oui, tout à fait. C'est d'une certaine manière partagé, mais c'est une spécificité partagée. Oui, M. Sébastien. Développer l'esprit critique. OK, je mettrai à faire réfléchir, puis développer l'esprit critique. Vous avez reconnu le prof de philo qui parle, hein? Sébastien? C'est ça. On sait qu'en philo, le questionnement est au centre de l'enseignement, j'espère, en tout cas. Quand je parle avec les profs de philo, il y aurait un développement de ce côté-là qui est assez remarquable. Ils jonglent avec des questionnements qui sont de niveau assez relevé. Est-ce qu'on aurait fait le tour, à votre avis? Ça, c'est ce que chacune de vos têtes, quand on met tout ça en commun, nous donne. Donc, comme groupe, voici ce qu'on est capable de trouver. La recherche nous dirait qu'il y a 3 grandes fonctions au questionnement en classe. C'est éveiller l'attention, la maintenir, puis éveiller l'intérêt. Vérifier la compréhension, puis faire réfléchir, développer l'esprit critique, en fait, développer les habiletés cognitives de haut niveau. Je suis content d'entendre des choses qui échappent à ce que la recherche identifie. Ce matin, j'entendais connaître mes élèves, puis même les amener à se connaître entre eux. Je trouve ça intéressant comme point de vue. La recherche ne nous dira jamais ça. C'est vous dire que la recherche, dans le fond, articule les choses, mais dans votre expérience, quand on les met en commun, vous voyez, on arrive au même résultat. Il faut juste le mettre en commun. Maintenant, on pense que ça ajoute quelque chose, on pense que ça peut permettre ça. La recherche nous dit oui, effectivement, les 3 grandes fonctions du questionnement, les voici. Sauf qu'encore là, je vous le rappelle, il faut savoir s'y prendre. Et il ne suffit pas de, par exemple, demander « Avez-vous compris? » Et de vous répondre « Oui. » Avez-vous des questions? Non. Il ne suffit pas de ce petit échange classique qui ne mène nulle part pour avoir vérifié la compréhension. Ce n'est pas un très, très bon moyen. Parce qu'ils présument que parce qu'ils ont répondu oui, les étudiants savent ce qu'ils ont compris, n'ont pas compris, alors qu'on sait très bien que quand ils vont arriver à l'examen, ils vont se prouver, ils vont nous prouver qu'il y a des choses qui leur ont échappé. Fait que des questions comme celle-là ne nous mènent pas loin. On essaie d'y aller autrement pour vérifier la question. Fait qu'un est-ce clair, ça se peut qu'ils disent oui. Ça se peut qu'un étudiant dise oui. Ce que je vois souvent, c'est un étudiant dire oui ou une étudiante, puis le prof présume que c'est tout le groupe qui vient de parler, alors que c'est absolument faux. Ce n'est qu'un individu. C'est habituellement cet individu-là qui répondait au début du cours, aux premières questions. On sait très bien que depuis le début, c'est lui qui suit. Mais quand on arrive à ces questions-là de validation, de vérification de la compréhension, on n'en sait pas plus. Comment je pourrais m'y prendre pour vérifier la compréhension dans un cours? Qu'est-ce que vous avez compris? C'est déjà autre chose. Vous avez compris? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris? Là, on peut orienter ça. En 3 mots, vous avez retenu quoi de tout ce qui vient d'être dit? Ou encore, quel exemple ça vous suggère? Je ne sais pas, moi, vous pensez qu'on s'en va où avec ça? Ce que vous avez compris, vous entrevoyez qu'on s'en va où? On peut imaginer toutes sortes de choses, mais c'est sûr que ça va prendre une tâche. Je suis au téléphone, j'explique à quelqu'un qu'on m'a amené chez moi, je lui dis, bon, je te fais venir en escalier, tu tournes à gauche, tourne à droite, tourne à gauche. As-tu compris? Oui. C'est des questions? Non. Qu'est-ce qui m'assure que la personne dans une demi-heure est chez moi? Absolument rien. Comment je vais m'y prendre? Peux-tu me répéter rapidement ce que je viens de t'expliquer? C'est une petite tâche.
Quand on dit qu'est-ce que vous avez compris, ça vient à dire répétez-moi en peu de temps ce qu'on vient de discuter. C'est une façon économique de vérifier. Fait que moi, si je vous demande, là, c'est quoi le mot qui, dans votre tête, résumerait l'idée principale qui vous a accroché depuis qu'on est en interaction depuis tout à l'heure? Ça serait quoi le mot là, qui... Répétez. Comment? Répéter. OK. Quoi d'autre? Efficacité. Efficacité. Technique. C'est Technique, oui. Clarté. Pardon? Clarté. Clarté. C'est fou, hein? Vous voyez que ça ne résonne pas du tout dans les têtes de la même façon pour l'un comme pour l'autre. Mais ceci étant dit, donc, on a des fonctions questionnées. Il y a des façons de faire. Il faut cependant se demander si effectivement ça ajoute quelque chose. La recherche, là, regardez ça. Depuis les années 70, on s'intéresse aux enseignants qu'on dit efficaces du point de vue de l'apprentissage des étudiants. C'est-à-dire qu'on sait que ces enseignants-là ont plus d'influence sur les étudiants ou les élèves dans leur apprentissage. On les regarde aller en classe depuis les années 70 pour voir quels sont les gestes qui les caractérisent. Et notamment au niveau des questions en classe, on sait maintenant que ces gens-là posent beaucoup plus de questions que la moyenne des profs. Environ une question ou 2 minutes en moyenne, c'est-à-dire 25 questions en 1 heure, 25 questions en 50 minutes. Dans l'atelier que je vous propose, moi j'ai une trentaine de questions préparées. Mais c'est sûr qu'il va en arriver d'autres, selon les interactions. 25 à 50 questions, donc une question 2 minutes, mais on s'entend que c'est une moyenne, c'est-à-dire que probablement que pendant 30 secondes, 1 minute, il y a une mitraillette de questions, il y a un cours exposé, il y a une autre mitraillette de questions, un exposé. Ça doit marcher à peu près comme ça, j'imagine. J'imagine pas que c'est une question de 2 minutes répétitivement comme ça. Mais ça vous indique que ces personnes-là sont en interaction constante avec leurs étudiants. On sait que ces profs-là, justement parce qu'ils questionnent, rendent leurs étudiants actifs. Faire réfléchir, développer l'esprit critique, c'est une autre façon de dire rendre actif. En même temps, ils s'assurent que tout le monde est rendu à peu près où on devrait être pour suivre. Puis, ils s'assurent de l'attention, de l'intérêt de tout le monde. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'ai des traits, ceci étant dit, ça fait quoi 5 fois, là, je m'en entends. On va couper ça aussi. Bon, la chose est trompée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ces enseignants-là, on observe chez les enseignants moins efficaces, justement, 8 questions en 50 minutes. On pense que dans une journée normale, un enseignant pose environ 300 à 400 questions. Vous imaginez dans une carrière? Alors, on le sait maintenant, oui, le questionnement, il est corrélé avec l'efficacité pour les raisons qu'on s'est données, pour les fonctions qu'on poursuit. Maintenant, ça ne nous dit pas à quel grand principe ça vient répondre, le questionnement en classe. Ça ne nous dit pas c'est quoi, dans le fond, qu'on est en train de faire avec ça, dans le contexte artificiel qui est une classe. Édouard Claparède, j'ai bien dit Édouard Claparède, a dit un jour, il a peut-être écrit, là, moi je l'ai lu, mais est-ce qu'il l'avait dit ou écrit? Toute leçon doit être une réponse. Quel lien croyez-vous je fasse entre cette citation et l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui? Ça te tient-tu réveillé, Olivier, que je me déplace comme ça? Tu n'auras plus d'espace. Donc, quel lien entre cette parole d'Édouard Claparède et notre atelier d'aujourd'hui? Vous pouvez faire une hypothèse, c'est pas obligé d'être la bonne réponse, ça peut même être drôle ce que vous avez à nous dire. Je dis ça souvent, moi, à mes élèves, à mes étudiants. Essayez-vous. Essayez-vous. C'est parce que si le silence dure, je trouve qu'il est important le silence. Il y a un temps qui est important. S'il dure, à un moment donné, ils ne sont peut-être pas à l'aise. Ils ont peut-être peur de... Ou j'en vois qui sont sur le bord d'eux, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut juste essayer d'imaginer ce que ça pourrait être le lien à faire, mais il n'est pas obligé d'être le bon. Oui, moi, je dis plus c'est Yacine. Yacine. Okay, Oui, Yacine, puisqu'on voit répondre, donc il faut qu'on trouve une question. Donc, pour que la leçon devienne une réponse, donc il faut se poser des questions. Oui, qui doit se poser des questions? Donc, le formateur ou l'enseignant doit poser des questions à l'étudiant, que lui, en soi, donc, trouve des réponses. Oui, mais je repose ma question, Yacine.
Qui doit se poser des questions? L'apprenant doit se poser des questions. Bien, je te remercie parce que c'était pas clair, mais je sentais que c'était un peu ça que tu es en train de dire. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter ou compléter ou donner un autre point de vue à sa lecture de la parole de Claparède? Ben, on doit dénicher une préoccupation que l'apprenant peut avoir par rapport à une situation. Quel est son besoin? Dans ce sens-là, la question peut avoir pour but de y aider à l'exprimer. Oui, tout à fait. Intéressant. Est-ce qu'il y a un autre point de vue, un autre apport que vous aimeriez soumettre à... Bien, à la limite, je pense que le questionnement de certains peut donner la réponse d'autres. C'est bête à dire, mais on dirait qu'il y a des souvent ça arrive, mais ça arrive même pas souvent, je dirais à la limite régulièrement, que quand il y a des questions qui se posent, aussi bêtes soient-elles, en général, ça répond à d'autres questions d'autres étudiants. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ça rejoint les idées qu'on vient d'entendre. Claparède, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on n'apprend rien si on n'en ressent pas le besoin. C'est-à-dire que ce que j'apprends doit répondre à des questions que je me pose. Un indice que j'aurais pu vous donner pour vous aider à réfléchir, c'est ce que cet étudiant-là dit dans un langage très moderne. Il dit la même chose que Claparède, mais dans un langage très moderne. Je suis tanné de ce prof-là. Il n'arrête pas de donner des réponses à des questions qu'on ne se pose même pas. Si l'étudiant n'est pas en questionnement, à quoi bon donner des réponses? Alors, pourquoi questionner? Peut-être justement parce que le questionnement amène l'étudiant en questionnement et à souhaiter certaines réponses. Certaines questions vont les placer dans cette position-là. Pas toutes, mais certaines questions. Ça serait un petit peu, si je vous donnais l'image, cette situation-là que Philippe Mérieux décrivait. Philippe Mérieux est un pédagogue lyonnais, donc de Lyon en France, une belle ville pour la gastronomie. Philippe Mérieux disait, au fond, dans un cours traditionnel ou à l'école, traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un mode d'emploi à nos élèves. Puis ensuite, on leur donne l'appareil pour faire qui fonctionne à l'aide du mode d'emploi. Donc, on vient de donner de la théorie, maintenant, applique-la. Il dit, dans la vraie vie, l'apprentissage, c'est pas comme ça qui se passe. C'est, je te donne l'appareil, essaye de le faire fonctionner. Et là, quand tu vois que tu n'es pas capable, tu deviens demandeur de savoir. Là, tu es intéressé par le mode d'emploi. Tu es intéressé par la connaissance qui permet de... C'est une belle métaphore. C'est pas toujours si simple d'inverser notre enseignement comme ça, mais ça nous rappelle que si je me mets à parler et à exposer ce qui est dans mon livre, parce que c'est dans le menu du programme, sans que je me demande, est-ce que je suis en train de les mettre en besoin par rapport à ça, mon enseignement continue d'être quelque chose de très artificiel. Parce qu'on s'entend qu'être dans une classe, c'est totalement artificiel. Les gens qui s'amènent dans la classe n'ont pas le même niveau de motivation, ils n'ont pas le même degré d'intérêt, ils n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont pas la même histoire. Et tous ces gens-là sont réunis à la même heure dans une classe, avec un cours par rapport à un programme préétabli qu'ils n'ont pas préétabli, ils n'ont même pas participé à ça. Puis là, on leur déverse cela en supposant que ça va satisfaire tout le monde. Il faut justifier ces choses-là. Puis les questions peuvent nous mener là, peuvent nous aider à donner du sens à ce qu'on est en train de faire, à mettre des gens en questionnement. Ça va? Alors, regardons ensemble comment améliorer les choses. On a traité de la fréquence des questions. On sait que l'idée, ce n'est pas d'avoir 25-30 questions dans une heure de cours, mais de savoir que les personnes qui questionnent beaucoup sont plus efficaces. Les fonctions du questionnement, on en a vu 3. Soit dit en passant, on a parlé de profs chez lesquels on observe moins de questions. J'ai vu dans une observation en 2 heures 3 questions. J'ai vu aussi des étudiants s'étirer, regarder l'art. J'ai même vu une étudiante lire un roman à l'arrière. Elle était dans sa technique à elle. J'ai vu l'étudiante lire un roman. J'en ai vu un se mettre à brailler. Et ça, c'est à peu près tout arrivé à la même heure, au moment où on n'est plus capable. Parce que l'exposé, ça commence à faire longtemps que je parle. Donc, les types de questions, on va les regarder maintenant ensemble. Vous avez pas de questions? Non. Comment? Peut-être. C'est bon. 2 types de questions. En gros, il y a 2 catégories de questions. Les questions dites fermées. Les questions dites ouvertes.
Pas trop dire si je me doute que vous l'avez vu venir. Questions ouvertes. Bon, ça serait quoi des questions fermées selon vous? Peut-être avez-vous déjà vu passer ces expressions-là. Mais sinon, on essaie de le deviner ensemble. Oui, non. Ouais, oui, non. Des questions à choix. Pardon? Des questions à choix. Des questions à choix. Vrai, faux. Vrai, faux, oui, non. Questions à choix. Une réponse possible. Une réponse possible. Globalement, c'est des questions qui s'adressent à la mémoire. Je le sais ou je ne le sais pas, je m'en souviens ou je ne m'en souviens pas. Ce sont des questions qui, du point de vue cognitif, s'adressent à des habiletés cognitives de base. Se rappeler de. Je le sais ou je ne le sais pas, comme je vous le dis. Les questions ouvertes, elles embrassent un plus grand registre de questions. Mais ce qui les caractérise toutes, c'est le développement. La réflexion. La réflexion, le développement. Différentes façons de dire la même chose. Des questions construites que l'étudiant doit élaborer lui-même. C'est-à-dire, donc, il va, par exemple, comparer, ou encore distinguer, ou encore expliquer quelque chose, ou encore résumer quelque chose. Vous voyez tout le jus qu'il y a là-dedans. On n'est plus dans la mémoire, on fait chauffer le rond de poêle avec des questions ouvertes. Vous comprenez l'expression, faire chauffer le rond de poêle? Parce que d'habitude, ça réagit, tu sais, de l'usage. Donc, on fait chauffer le rond de poêle parce qu'on est en train de les activer et de les solliciter dans des habiletés d'un niveau un petit peu plus relevé. Donc, des actions intellectuelles beaucoup plus complexes. À votre avis, quel pourcentage, mais là je sais que vous ne le savez pas, mais c'est ça qui m'intéresse, comment vous pensez à quoi vous pensez que ça peut se ressembler, quel pourcentage de questions fermées et quel pourcentage de questions ouvertes observe-t-on chez les fameux enseignants dits efficaces là, qui posent quelque chose comme 25 questions à l'heure? 10% ouvert. 20 quoi, puis 80 quoi? 20 fermé, 80. OK, 20 fermés. Moi, je 80. Je dis qu'on dirait Pour les enseignants. L'inverse, c'est-à-dire des chiffres. Tout le monde pose plus ces questions fermées. Mais combien à peu près? 80-20. Ah, 80. Hey, ça donne bien, vous êtes parfaitement aux antipodes. Ouais. Il y en a d'autres qui ont d'autres hypothèses. Là, on parle des profs efficaces. Là. Ouais. Moi, je dirais 79-21. Donc 49,5 et 50. OK. 50,5. 50,5. Oui. Moi, je dirais 50-50. Pour quelqu'un d'efficace, on va aller chercher du nombre dans la question fermée, puis on va aller chercher plus de la question. Bon. Ma question, celle que je viens de poser, elle est ouverte. C'est-à-dire, vous devez estimer la probabilité que ça soit tant ou tant ou tant. Et cette estimation-là, elle repose sur ce que vous pensez que ça donne de poser des questions de même ou de même. La bonne réponse, elle est ici. En vérité, c'est plutôt de l'ordre de 75% de questions fermées, 25% de questions ouvertes. Est-ce que ça vous étonne? À votre avis, stratégiquement, du point de vue de la recherche qu'un prof poursuit en procédant de même, quelles seraient les raisons de majoritairement y aller avec des questions fermées, puis minoritairement avec des questions ouvertes? Oui. Mais je pense que c'est peut-être un manque de temps aussi, parce que les questions ouvertes peuvent développer, peuvent manquer de temps. Intéressant. Manquer de temps. Oui. Il y a un certain contrôle de la matière qu'on veut sortir aussi. Fermé, on peut tout de suite enchaîner sur notre matière qui y aller de l'avant, tandis que si on laisse tout ouvert, là, parce qu'on parlait de questions qui tombent à plat tantôt, mais on a des questions qui soulèvent d'autres questions, puis si on n'est pas en maîtrise complète d'un certain... Bien, je vois deux choses là-dedans, la question du temps et de la gestion, du contrôle du temps et du déroulement, mais en même temps, qu'est-ce que je fais avec des réponses qui ne font pas mon affaire ou qui nous placent dans les explicitations de l'explicitation? C'est ça. Ça pourrait être ça, effectivement. La raison est quelque part ailleurs, la principale raison. Yacine. Moi, je dirais, en premier lieu, on vérifie, on a dit que ça concerne la mémoire, donc on vérifie le processus, donc si la matière a passé, et à la fin, avec les questions ouvertes, on est allé chercher un peu plus loin donc la compréhension des étudiants. C'est intéressant. Est-ce que tu es en train de dire qu'on fait sortir des unités d'information, puis ensuite on fait travailler sur ça? C'est intéressant. Ça rejoint l'idée qui m'intéresse, mais pas tout à fait de la même façon.
C'est d'un autre point de vue qu'il faut regarder la chose, mais je continue à être intéressé par vos réponses. Oui. Moi, ça ressemblait à ça. Dans le fond, c'était valider que ce que j'ai enseigné a été assimilé. Puis ensuite, c'est OK, ben maintenant, à partir de ça, on va plus loin. OK. Fait que ça rejoint un peu son D'autres points de vue? Oui, c'est ça. Oui, monsieur. Peut-être moins de temps accordé aux questions ouvertes parce que forcément, ils prennent plus de temps dans le cours. Et puis, plusieurs questions pour valider. Ce qui fait un plus grand nombre de questions. Oui, OK. C'est ce qu'on avait entendu tout à l'heure. J'entends Sébastien, puis ensuite, on regarde ensemble qu'est-ce qui se passe en vérité quand on y va comme ça. Oui, Sébastien? Si on met ça en lien avec la citation de Claparède, le cours doit donner réponse aux questions que l'étudiant se pose. Donc, si les questions sont majoritairement fermées, c'est pour que l'étudiant pose des questions ouvertes. Il là là. Une sorte de philo. Je vais aller écouter. Peux-tu nous faire une projection? On recommence ça, Sébastien, je pense qu'on va vivre quelque chose d'important. Ce que Claparède disait, c'est que toute leçon doit être une réponse. Ouais. C'est-à-dire que le cours est la réponse au questionnement de l'étudiant. Ouais. La question de l'étudiant doit être une question ouverte. C'est-à-dire que le professeur ne doit pas lancer des questions ouvertes, mais amener l'étudiant à se poser des questions ouvertes. Donc l'étudiant arrive à... J'abandonne. J'ai moins de jus cet après-midi. Bon, On est vraiment devant ça. oui, c'est ça m'intéresse beaucoup. De fait, dans une classe, vous savez, c'est toujours les mêmes qui répondent. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on y va avec des questions plus faciles? Qu'est-ce qu'on est en train de produire dans une classe? L'accessibilité. On est en train, surtout si on désigne des personnes, si les gens lèvent la main, on est en train de faire participer le plus grand nombre avec des choses faciles. On construit une confiance. Et là, on est en train de préparer le terrain pour la question un petit peu plus relevée. Commencer un cours avec une question ouverte et très relevée, il est à peu près sûr que vous allez avoir un silence de mort. Alors, à ce prof qui pose des questions de ton là, une des réponses, c'est peut-être que tes questions ne sont pas amenées progressivement. Il y a l'idée de progression derrière ce pourcentage-là. Si on repense à cet atelier-ci, comment je l'ai su pris en commençant l'atelier et comment je vous ai amené à ma première question ouverte au bout d'une quinzaine de minutes. Qu'est-ce que c'était mes premières petites techniques? Comment je me suis pris en autre? Oui ou non? En fait, vous avez eu un choix ABC. Vous avez eu des oui, des non. Tout ça se faisait la main levée sans la parole, ça rien de compromettant. Vous n'aviez pas d'articulation, quoi que ce soit à faire. Quand est-ce que je suis allé vers quelque chose d'un petit peu plus compromettant? J'ai demandé est-ce qu'il y en a parmi vous qui vivaient des questions tombant à plat, assez régulièrement encore? Auriez-vous un exemple? Mais même en donnant un exemple qui demande de parler, la question est assez fermée, je vous dirais. C'est trouver dans votre passé le souvenir d'une expérience associée. C'est pas facile, je sais, comme question, parce que habituellement, c'est des choses qu'on essaie d'oublier. Mais ceci dit, je sais que ce n'est pas une question si facile qu'elle en a l'air. D'ailleurs, toutes les questions fermées ne sont pas si faciles que ça, parce qu'en vérité, on le sait ou on ne le sait pas. Fait que, qui se souvient de comment s'appelle telle partie de la cellule? Si on ne s'en rappelle pas, on ne peut pas participer. C'est vrai que les questions fermées aident à faire participer le plus grand nombre, mais des fois, elles ont le tranchant. Si on a du monde qui a moins les acquis de base, ils ne peuvent pas vraiment participer. Je reviens donc à comment je me suis pris. Question à choix multiple, question à choix oui-non, puis ensuite on s'est en allé vers un exemple. Après, quand est-ce que je suis allé vers une question vraiment ouverte? Quand on a dû expliquer pourquoi, non? J'ai demandé, est-ce que, selon vous, c'est utile ou pas de poser des questions en classe? Vous m'avez dit oui par la main levée. J'ai dit, c'est une question qui a de l'air inutile, mais en vérité, elle est utile parce qu'elle prépare ma suivante. Et la suivante, c'était, qu'est-ce que ça ajoute en classe? Qu'est-ce qu'on peut poursuivre comme intention? Ça, c'est une question très ouverte. Il n'y a pas une réponse, on en a même fait une liste. Vous voyez, j'y étais très progressivement, puis tout l'atelier est construit de même. Je souhaitais, avec des gens qui ne se connaissent peut-être pas, qui ne me connaissent pas, qu'on prenne le temps de placer le climat nécessaire à ce que je puisse poser des questions et qu'on avance interactivement. Dans une culture de classe, c'est quelque chose que je pense devoir être installé.
Mais une fois que c'est installé, je ne suis pas sûr que ça continue d'être ça tout le temps pendant la session. Je pense que quand le climat est bon, on peut y aller plus rapidement. Ils ont appris à nous faire confiance, ils ont appris à se faire confiance. Moi, comme prof, je les connais plus. Je sais comment je vais conjuguer avec les réponses. Fait que je m'attends à ce que ça embarque plus rapidement. C'est sûr que des questions ouvertes, ça suppose de savoir composer avec les réponses. Quand j'observe en classe, je vois beaucoup de questions fermées, très peu de questions ouvertes. Je vous dirais, dans mon cas, ce n'est pas 75-25% ce que j'observe. C'est 95-5%. C'est un des aspects que la majorité des enseignants pourraient améliorer. Maintenant, un autre aspect, j'en reparlerai, c'est la désignation. Mais en fait, vous allez voir que tout se tient. Pour que ça soit possible, il y a d'autres affaires qui doivent être mises en place dans la classe. Pardon. Donc, je me suis pris comme ça. Je vais vous donner une petite tâche. Vous allez m'aider à aider une enseignante qui se présente à mon bureau. Et on va l'aider en introduisant la progression dans son enseignement. Cette enseignante-là est en chimie. Elle a des étudiants de sciences devant elle. Elle est au laboratoire de chimie. Quelques produits dans elle. Et elle fait une démonstration. Mélange, patati, coloration, réaction et question. Quelqu'un peut expliquer ce qui vient de se passer. Évidemment, personne n'a répondu. Parce qu'expliquer, c'est à peu près ce qu'il y a de plus haut cognitivement. Et en plus, on est dans une culture particulière, le culte de la bonne réponse, on est en sciences. Hein? C'est 2, ça fait tout le temps 4 en sciences. Fait que là, on a des étudiants qui ne prendront peut-être pas de risques. Puis la question est très risquée. Comment on pourrait s'y prendre pour les amener à cette question-là? Ça pourrait être quoi une première question qui est moins compromettante, toujours en rapport avec la démonstration que cette enseignante-là fait? Peut-être de nommer les ingrédients qui ont été intéressant. mélangés. Quelqu'un peut nommer ce que je viens d'utiliser. Oui, autre chose? Oui, Yassine? Ou bien, bon, moi je vais prendre en considération qu'on les a nommés avant de les utiliser et après je poserai quel produit je vais utiliser selon vous. Excuse-moi, j'ai ajouté. Mettons, on a nommé les produits avant de les utiliser. Oui. Et la deuxième question serait quel produit j'utiliserai selon vous? Ça veut donc dire qu'il faut annoncer ce qu'on souhaite faire. C'est intéressant. Je peux les faire participer dès le début de la démonstration. Il y a peut-être ça également. Il y a peut-être que notre enseignante fait tout elle-même pendant 5-10 minutes et ensuite elle donne la parole aux étudiants. C'est peut-être un peu tard. Effectivement, on pourrait déjà commencer. Qu'est-ce que j'ai ici comme ingrédient? Ensuite, quelle question est-ce que je pourrais poser? Oui. Bien, qu'est-ce que vous connaissez des différentes substances qui vont être... Ah, donc avant même de me mettre à, qu'est-ce que vous connaissez des différentes substances? D'autres questions qu'on pourrait poser? Quelle réaction avez-vous observée? Pouvez-vous décrire ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que vous avez vu se faire? C'est pas bien, ça mouille personne, ça, là. Ben, tu as mis ça avec ça, ça a donné telle couleur, telle couleur. Voyez-vous qu'on est en train lentement de les amener à notre question. Là, si mon enseignante sait déjà que la question est trop relevée en passant de celle-ci à la suivante, elle pourrait y aller avec une sous-question. En fait, pour répondre à expliquer la réaction, il faut peut-être se demander, quand ces substances-là, à quelle classe de substances est-ce qu'elles appartiennent? Quand elles interagissent, habituellement, on s'attend à quoi comme réaction? Vous voyez, on les amène progressivement. En fait, on fait la même démarche d'expliquer, mais pas à pas. En fait, l'idée de progression est toujours nécessaire. Là, ici, on parle d'un verbe de haut niveau, mais des fois, c'est une exigence très relevée, genre, quelles sont vos valeurs personnelles en enseignement? Je commence un cours comme ça. Vous comprenez que je suis en train de vous demander de vous mettre, pas à nu, pas jusque-là, mais de vous, comment? Vous dévoiler, puis même d'affirmer votre intimité professionnelle en groupe. C'est quelque chose. Hier, je présentais cet atelier-là dans mon collège, une enseignante de soins qui allumait que ces questions sur les valeurs personnelles dans un cours lié aux situations de travail arrivaient trop vite dans son enseignement. Donc là, on va les préparer. On peut peut-être parler de quelque chose de plus neutre, puis des valeurs des autres. Quelles valeurs qu'on observe chez les autres? Puis qu'est-ce que ça vient heurter chez vous, ou qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Là, on est en train d'entendre les valeurs personnelles. On peut y aller comme ça. Mais l'idée de progression est toujours importante.
surtout dans tout ce qui est plus déstabilisant ou exigeant. Il y a l'idée de progression, il y a également une autre idée, qui est celle de la variété. Je vous dis que 95% des questions que j'entends dans les observations que je fais sont des questions assez fermées et je vois qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Ça ne donne plus rien de questionner, c'est comme une partie de tennis entre deux joueurs de force égale. On regarde passer la balle, mais on ne se met plus si ça va finir cet échange-là. Vous voyez, c'est un peu quelque chose comme ça qui se passe quand on est toujours dans le même niveau. Donc, la variété va solliciter les personnes qui ont le goût d'être challengées, les autres vont avoir le goût d'entendre. Ça va nous amener ailleurs. Ça, on revient à des questions de bon niveau, mais on se promène là-dedans. Tout comme, puis on se promène là-dedans, puis même on se promène dans les styles d'exigence. Par exemple, une question très ouverte, c'est ce qu'on appelle celle faisant appel à la pensée divergente, les questions plus créatives, qui font appel à la créativité. Mais ça, en science, ça a son équivalent, c'est faire des hypothèses. Et quand je vous dis, à votre avis, c'est quoi? C'est faire une hypothèse. Quand je vous demande, d'après vous, c'est quoi le lien qu'on pourrait faire entre ça puis ça? C'est faire une hypothèse. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça une hypothèse, c'est sa caractéristique. Avec une question très ouverte de même, elle est tellement ouverte qu'elle n'est pas épeurante. Parce qu'il n'y en a plus de bonnes réponses dans les questions ouvertes. Au fond, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est toujours de promouvoir, non pas la réponse, mais ce qui m'amène à la réponse. On va y revenir dans un instant. Ça va tout le monde? Oui. Le temps d'attente. Selon les recherches, les enseignants qui attendraient un peu plus que 3 secondes avant d'obtenir une réponse des étudiants favoriseraient des réponses plus élaborées, une participation du plus grand nombre. Donc, je pose ma question, mais je laisse passer au moins 3 secondes pour obtenir des réponses plus élaborées ou une participation du plus grand nombre. À votre avis, pourquoi? Selon votre expérience enseignante, ça permet quoi? La réflexion. Pardon? La réflexion. Oui. Dans ce projet-là, j'ai été divisé entre jouer le petit prof, là, puis vous pourriez lever la main parce qu'il y a Yacine qui l'avait levé. En fait, ce qui vient de se passer est extrêmement important. Hein? Si je ne demande pas à mes étudiants de lever la main pour donner une réponse, je ne peux plus désigner qui je souhaite voir comme répondant. Je n'ai plus le choix, c'est le premier qui parle ou la première qui parle qui répond. Ça, c'est la lacune que je vois la plus présente dans les observations que je fais. Est-ce que vous avez trop chaud? Non, ça va? OK. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand je n'ai pas la possibilité de désigner, donc si personne ne lève la main et que tout le monde fait comme Luc, bien c'est sûr que Yacine, par exemple, peut être frustré parce que là, tu viens de donner une réponse, Luc, que Yacine souhaitait me donner en levant la main. Mais j'ai attendu parce que je souhaitais que d'autres mains se lèvent. Je souhaitais que ce temps d'attente-là s'allonge. Pourquoi? Parce que tu l'as bien dit. Qu'est-ce que ça donne d'attendre plus longtemps? Ça donne la possibilité de réfléchir. Réfléchir. Assimiler la question là-bas? Oui, l'assimiler, y réfléchir. Et comme tout le monde ne fait pas ça au même rythme, bien là, je deviens démocratique quand je donne du temps. Je ne veux pas la réponse la plus rapide. Je veux que le plus grand nombre d'entre vous entriez dans ce moment-là où on se questionne, où on agit par rapport à la question. Donc, il y a des réponses plus élaborées, une participation du plus grand nombre. Parce que, comme je viens de le dire, le rythme de chacun est respecté. Mais ça prend la possibilité de désigner, c'est-à-dire de donner un droit de réponse. On dit 3 secondes, personnellement, je peux voir des fois, ça peut en prendre 10. Ça peut même prendre des semaines. Comme temps. Oh oui. On peut poser une question et attendre des semaines avant de donner le droit de réponse. Mais, par exemple, quand j'enseignais les sciences de 4e secondaire, je disais, vous savez qu'on pourra se demander dans pas grand temps, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que nous sommes nés dans les étoiles. On était en septembre, on abordait le tableau périodique, les classes d'éléments, les différents éléments. Un moment donné, quand on aura vu les molécules, quand on aura vu la fusion nucléaire, la fission nucléaire, on pourra comprendre comment nous sommes nés dans les étoiles. Ça, je ne leur disais pas, mais je disais, vous savez, comme maintenant on pourra se demander comment se fait-il que nous sommes nés dans les étoiles? On pourra même y répondre. Là,
Je les houspillais, je les titillais, ouais. Je revenais de temps en temps. Je la laissais planer, cette question-là, c'était mon jeu bien personnel. Là. Je ne vous dis pas que ça les tenait en alerte, là, puis qu'ils n'en dormaient pas jusqu'au mois de janvier. On allait trouver une réponse, mais c'est vous dire qu'on va jouer avec ça. Ce que je voulais dire concernant les 10 secondes, c'est que quand je fais des observations en classe, je fais un retour avec l'enseignant après. Je lui demande tout le temps dans quel état d'esprit tu étais quand tu as commencé ton cours. Des fois, le contenu est très dense, on le sait. Ce cours-là, il va être quelque chose. C'est même le plus gros cours de la session. Qu'est-ce que ça a comme impact sur le prof? Il y a une pression intérieure, il y a une bousculade intérieure, on veut aller plus vite, on pose des questions, on prend les premières réponses qui viennent, et là, ça passe les capes de roue. Et j'ai vu, il y a à peu près un mois, dans un 2 heures, chez une même enseignante, une bousculade, ça roulait à fond la caisse pendant la première heure. Je savais que c'était un très gros cours, et je savais qu'elle allait me le dire. Je faisais cette hypothèse-là. Mais dans la deuxième heure, quand on est approché du dernier tiers de la deuxième heure, puis qu'on a vu la fin approcher, elle s'est mise à ralentir, elle s'est mise à laisser du temps après ses questions. Et là, c'était toute beauté voir des personnes répondre qui n'avaient rien répondu pendant la première heure et demie. Comme quoi, le temps d'attente, quand on est capable de ce détour-là, il permet des choses. C'est un détour. Vous êtes d'accord avec moi? On sait tous que tout le monde va le dire, hein? Je n'ai pas le temps de couvrir toute ma matière. C'est notre épine au pied, mais quand on y croit, quand on prend les moyens, ce temps d'attente-là est extrêmement puissant, extrêmement profitable. Ça va, Olivier? Caméréo, excusez. Ce qu'il y a de pire, je pense, dans le fait. Il se passe quoi quand un étudiant très rapide nous donne une réponse? Comme mettons, je lui pose une question, il donne une réponse, je dis oui. Il se passe quoi à partir du moment où j'ai dit oui, c'est la bonne réponse? On arrête de réfléchir. Tout le monde s'arrête de réfléchir. Fait que j'interromps chez tous les autres l'activité intellectuelle, la participation qu'en silence il est en train de faire dans mon cours. Je viens d'arrêter tout. Je viens d'éteindre les lumières. Le pire de tout ça, c'est quand nous-mêmes on donne la réponse. Ça vous arrive-tu des fois, vous autres, de faire ça? Oui. Pourquoi on fait ça, nous, on donne la réponse nous-mêmes? On a l'impression qu'il n'y en trouvera pas. Oui, ça peut être ça. Y a-t-il d'autres raisons? On veut passer à autre chose. Oui, on n'a pas de temps à perdre. Oui, manque de temps. Il y a toutes sortes de raisons qu'on peut se donner, mais je vous dirais, si on se met à le faire régulièrement, ils vont vite enregistrer, que ça ne donne rien de répondre à ces questions, il va y répondre de toute façon. Un petit peu comme le texte que je donne à lire, puis que les 3/4 ne liront pas parce qu'ils savent qu'au cours suivant, parce que les 3/4 l'ont pas lu, je vais le résumer au début du cours. Je vais donner un texte à lire, vous ne l'avez pas lu, bon, ben, je vais vous le résumer d'abord. Mais là, après ça, je reviens avec un autre texte une semaine plus tard, ils ne liront pas, voyons donc. Je suis en train de leur annoncer que je vais capituler. Alors, ce temps d'attente-là, cet entêtement à ne pas donner la réponse, comme Christian nous le disait ce matin, peut être très long. Il a parlé de 2 minutes, là. Vous rappelez-vous? Oui, il y a quelqu'un qui va se sacrifier après 2 minutes parce que c'est trop insuffisant. C'est ça. Ça va nous prendre un sacrifice. Il y a des groupes qui nous demandent ça. Moi, je vous dirais, au moins les premiers temps, avoir un groupe qui comprend que c'est comme ça qu'on veut que ça se passe en interaction, il y a un moment où je m'entêterai. Juste pour sentir qu'ils achètent l'idée que, OK, on va participer, puis oui, on va dire de quoi. Puis qu'ils voient aussi, dans ma façon de traiter la réponse, qu'ils n'auront pas nécessairement la fou si c'est pas à bonne. Ils verront quand même ce que je fais avec ça. Tu es à rattraper à chaque fois que tu poses des questions. Là, je veux pas de réponse tout de suite. Tu dois rappeler. C'est ça. C'est cela. Dans le fond, quand je choisis d'attendre, il va se passer 2 choses. Du côté des étudiants, on l'a décrit, ils se mettent à 1. Du côté du prof, quel serait le bénéfice de ce temps d'attente? Je fais quoi, moi, pendant ce temps d'attente? Observe. Observer quoi? La réaction. Ouais. Les visages. Ouais. Et qu'est-ce que je peux y trouver? Soit qu'ils comprennent absolument rien. Je reformulerai ma question, ou je la ramènerai en sous-question, comme expliquer qui devient, qu'est-ce que j'ai là-dedans. Si j'ai mis ensemble, ça devient quoi? Peut-être, donc ça peut être ça. Et dans le non-verbal, je vois que, oups, ça c'était trop pour eux autres. Qu'est-ce que je peux aussi trouver dans le non-verbal? Regardez-moi pas.
lumière est en vous. Blague à part. Qu'est-ce que je peux trouver dans le non-verbal? Oui, Olivier. Ceux qui ont compris qui sont juste gênés de parler. Intéressant. Vous voyez, là, j'ai gagné un participant de plus. La question, c'est fou, là. La question, il est d'aller chercher quelqu'un qui était extérieur à notre dynamique. L'intérêt de ce non-verbal-là, c'est que j'en ai qui vont être sur le bord. Je le sens, je le vois. Et j'ai vu cette enseignante dont je vous parlais tout à l'heure, à la fin de la deuxième heure, dire « Antoine, je sens que tu as le goût de répondre. » Et Antoine nous a donné une réponse de toute beauté dans un cours de sciences qui n'était pas si simple que ça. J'étais content de me dire « Ah, ça c'est une belle découverte pour cette enseignante-là, puisqu'elle est à son début de carrière. » Donc le non-verbal peut m'attendre toutes sortes de choses. Ils sont trop gênés. Ou encore, je les vois réfléchir. J'en vois, je les sens sur le bord, puis ils ne sont pas encore prêts à. Mais peut-être que si personne lève la main, tu n'as pas beaucoup participé jusqu'à aujourd'hui, puis je sens que tu es sur le bord de. As-tu le goût de. Vous voyez? Je peux me servir de ce temps d'attente-là, parce qu'il se passe quelque chose là-dedans. Il se passe quelque chose pendant tout le temps où j'attends. Vous avez compris ce qui vient d'être traité? Oui? Vous n'avez pas de questions? Comment je pourrais conclure ce petit passage-là sur le temps d'attente? Parce que mes deux questions, là, on s'en rappelle, donnent rien. Vous compris oui ou des questions non. Comment je pourrais... Oui, Yacine? Ben, sur le temps, on peut utiliser le temps d'attente pour la désignation. Bien. Donc, là, je ferais quoi, moi, comme formateur? Je demanderais à quoi peut-on utiliser le temps d'attente? Vous me dites, vous avez compris, donc à quoi peut-on utiliser le temps d'attente? Intéressant. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de s'y prendre? Moi, je n'ai juste pas compris la question que vous me posez. Non plus. Donc, ma question, c'est que je viens de conclure ce moment-ci par avez-vous compris? Oui. Avez-vous des questions? Non. On sait que ce sont des questions qui ne donnent pas grand-chose. Alors, comment je pourrais conclure cette thématique-là pour vérifier votre compréhension? Donc, la question que vous devriez nous poser... Oui. Qu'est-ce que je pourrais vous demander pour voir jusqu'à quel point vous en retenez quelque chose? Oui. Ben, je pense que ça vaut la peine de bien déterminer, de dire aux gens qu'il faut désigner, premièrement. OK, là, tu es en train de répondre à la question. Je cherche la question que je voulais poser. Donne-moi les réponses. Je veux que vous me disiez ce que je dois vous demander pour que je vois que vous avez compris. Qu'est-ce que je peux vous demander? Oui, selon vous, quelle est l'utilité du temps d'attente? OK, donc, qu'est-ce que vous avez retenu comme utilité du temps d'attente? Quoi donc? L'importance du temps d'attente. Oui, l'importance du temps d'attente. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voyez déjà, vous pourriez améliorer ça? C'est une autre façon pour moi. Pourquoi vous voyez que vous pourriez l'améliorer? Regardez ce que je suis en train de faire. Là, je vois ce que vous avez retenu de ça. Moi, je ne veux pas vous retenir tout à la lettre. Vous allez pouvoir le relire. Mais je suis en train de voir, j'ai-tu du monde qui est déjà en train de projeter ça dans un petit objectif personnel? Qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça, monsieur? Tout à fait. Me préparer carrément pour un cours donné, me préparer d'avance un certain nombre de questions, me faire une petite stratégie pour un cours, plutôt que d'improviser une bonne manière d'aller. Oui, savoir que certaines questions seraient suivies d'un temps d'attente, vous m'aider à... M'en préparer. Je sais que je vais me préparer quelques questions clés qu'à un moment donné, là, à point nommé, je vais les poser. Intéressant. Vous savez que je pourrais vous dire, les 30 questions de mon film sont toutes écrites. Les verbes, les mots, tout est pesé. Quand je donne de la formation, mettons un 3 heures, je ne procède pas comme ça. Mais il y a des moments clés où je sais que là, je vais avoir telle chose, et la question qui crée ce moment-là, elle est ficelée, je vous dirais, là, je peux passer 1h30 à la trouver. Pas 1h30 en ligne, là, mais je vais y aller, je vais y réfléchir, je vais y revenir. Non, je change de non, quand je retourne dans mes planifications, non, ils vont, ça va les amener là d'après moi, ou ça donne pas le goût de répondre. Vous voyez, je planifie ma question à un point tel que je me pensais jusqu'à tout récemment assez obsessionnel, une bête rare, jusqu'à ce que je travaille avec Louise Lafortune à l'UTR, qui est une spécialiste du socio-constructivisme. Puis Louise Lafortune fait la même chose. Dans ses animations, il y a certaines questions, celle-là, elle les rattrape pas. Ça se planifie. Quelqu'un d'autre qui voit une amélioration possible dans son enseignement liée au temps d'attente? Oui, Luc? Les étirer comme temps d'attente, justement. Ouais. Parce qu'effectivement, ils ne sont jamais assez longs. On dirait qu'on n'est pas confortable avec les silences. Puis pourtant, en RH, on va toujours te le dire. C'est pas grave si tu réfléchis, on aime mieux
que tu penses avant de dire quelque chose. Oui, c'est sûr que c'est plus adéquat avec une question qui nécessite du développement. Une question ouverte, en tout cas, ça va en prendre du temps d'attente. Mais même pour des questions fermées, on peut laisser les gens se situer ou se positionner ou décider oui ou non, vrai ou faux. C'est toujours possible. Est-ce que j'ai vu un mouvement ici? Oui. Sachant que le temps d'attente est bénéfique pour nous, mais pour l'étudiant, parce que moi, de savoir que ça met à switch à off tout de suite, en répondant, ou laissant répondre quelqu'un immédiatement, ou moi-même me répondre à la question parce que bon, ok, moi, passer à d'autres choses. Perdre l'intérêt de mes étudiants, ça serait. C'est pas ce que je veux. Je veux tout le contraire, mais là, je pose des actions qui font que ça les met à off, puis ça, non. Donc, oui, on va utiliser. Intéressant. Ce que je retiens, c'est que moi, ça me fait voir deux choses. Il y a le temps que je donne avant de désigner un premier répondant. Il y a aussi le temps que je donne avant de reconnaître la bonne réponse ou la réponse ou l'ensemble de la réponse qui pourrait nous satisfaire. Parce que j'aime pas bonnes et mauvaises réponses. Ça, c'est autre chose, mais c'est deux temps qui nécessitent la désignation. Parlons-en un petit peu. Vous voulez? Voulez-vous? C'est quoi les types de réactions qu'on a dans une classe quand on pose une question? Ça va de quoi à quoi? Les extrêmes. Bien, il y en a qui sont quasiment debout sur leur chaise pour répondre parce que là, ils ont la réponse qu'ils devaient donner. Il y en a d'autres qui vont dire leur réponse. Donc, ça va de l'indifférence, de la passivité à l'hyperactivité. Comment contrôler ces choses-là? Comment faire en sorte qu'on a tout le monde avec nous? Il n'y a rien d'autre que la désignation. Interpeller. Comment? Comme interpeller quelqu'un. Bon, désigner, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire désigner après la question que j'ai adressée, évidemment. Ça veut donc dire que je pourrais désigner si les mains se lèvent. Donc, j'ai posé une question et je vais désigner. Habituellement, si quelqu'un a la main élevée, il ne sera pas mal à l'aise avec la désignation. Si par contre c'est un silence, on voit du monde réfléchir, j'envoie sur le bord de, comme Olivier nous l'a dit, je peux peut-être désigner quelqu'un que je sens sur le bord de lui dire je sais que tu aurais voulu nous dire quelque chose. Cette désignation-là peut prendre toutes sortes de formes, mais c'est la désignation qui vient après. Et là, dans la désignation, moi, comme formateur, je me promène. J'aime ça, faire sentir à ceux qui sont en arrière, qui sont aussi importants pour moi que ceux qui sont en avant. On a souvent tendance à interagir avec l'avant, moins qu'avec l'arrière, plus qu'avec l'arrière. Il y a aussi la désignation qu'on peut faire avant une question. C'est-à-dire, bon, cette question-ci, je l'adresse aux filles. Ils vont se redresser. Puis les gars, je vous attends pour la suivante. Je l'adresse aux filles. Ou encore, cette question-ci, je l'adresse aux garçons. Cette question-ci, tiens, je l'adresse aux gens du fond. J'ai le goût de vous entendre, vous autres, là-dessus. Fait question. Et voici, ça fait en sorte que je peux contrarier ou contrecarrer ceux qui sont toujours en train de répondre et qui vont couper l'air les autres. Mais en même temps, ça peut amener d'autres personnes à se sentir concernées, puis montrer, c'est pas vrai, puis montrer que tout le monde est important pour moi. Ce matin, vous avez vu Christian, au moment où il a quitté son exposé, il a pris sa pomme, il l'a soulevé au bout du bras. Vous avez vu comment tout le monde s'est... Oups, on ne fait plus rien qu'écouter, il nous demande quelque chose. Rappelez-vous la question qu'il a posée? Pourquoi est-ce que c'est la pomme? C'est quoi la pomme et le symbole de l'enseignement? Quel lien on peut faire entre la pomme et qu'on en a fait le symbole de l'enseignement? Cette question-là avait un effet sur l'ensemble du groupe. Mais imaginons que vous ne soyez pas des gens très volontaires, des gens aussi motivés que vous l'êtes. Il faut que les gens qui le sont moins se sentent concernés. Et de désigner fait sentir à un groupe, fait comprendre à un groupe que tout le monde devra être là, parce que c'est tout le monde qui contribue à faire avancer le cours. Cette désignation-là, donc, peut venir avant la question, comme après. Puis avant, on peut s'adresser à un sous-groupe. Au pire du pire, ça serait un individu, mais j'en ferai pas une arme de gestion de classe, du genre, il y en a deux qui parlent au fond, puis Yacine, la question que voici qui est pour toi, je suis en train là, de la mettre en boîte. Et ça, c'est extrêmement dangereux, je dirais, de faire dévier une stratégie de sa fonction première. Pour moi, c'est une arme de démocratie, ou c'est un étendard de la démocratie que le questionnement, c'est pas une arme de pouvoir, comme on s'en sert parfois en gestion de classe. Oui? Qu'est-ce que tu fais avec les timides
Il y a des gens, quand tu poses une question, ils regardent tout de suite sur leur... Ils ne veulent pas qu'on les interpelle. Bon. Est-ce que tu respectes ça ou tu... On va faire un petit test. Moi, il y a des moments où, avec certaines questions, je vais dire, je ne prendrai pas de réponse tant que je n'aurai pas toutes les mêmes mots. Puis, je n'irai pas nécessairement les pointer, mais je veux au moins qu'ils participent. Okay? Il y aura une autre petite stratégie dont on va se parler dans un instant, qui, elles, vont encore plus loin et qui les aide beaucoup, ces étudiants-là. Je peux en parler maintenant, si on veut, c'est la technique du 1, 2, 3. C'est-à-dire que je pose une question à tout le monde, je demande à chacun d'y répondre individuellement. Pas même se mettre une petite note sur une feuille s'ils veulent se rappeler de quoi ils ont, ou ce que ça leur a suggéré. Ensuite, avec votre voisin, échangez sur ce que vous avez trouvé. Puis essayez d'aller plus loin à deux que juste la somme de vos deux réponses. Puis ensuite, on revient en plénière, et là, c'est hyper prolifique tout ce qui sort. C'est extrêmement puissant. Ça, outre ce que je vous remettrai tout à l'heure, ceci, ce cahier-là, vous avez sûrement très hâte de lire la bande dessinée. C'est de Kino, Mafalda. Donc, il y aura également cette description-là de la technique du 1, 2, 3, qui est décrite par une collègue conseillère pédagogique du côté de Montréal. C'était à moins quart, ça a commencé. Quelle heure? Et quart. Wouhou! OK. Petit test. Vous allez voir comment je joue avec le temps d'attente, la désignation, puis même comment j'utilise les réponses. OK? Petit test. Ce sera un calcul mental. Je vous demande de faire un calcul mental. Et quand il sera fait mentalement, et le calcul mental, ça veut dire laisser tomber vos crayons. Quand vous l'aurez fait, quand vous aurez une réponse en tête, je vous demanderai de lever la main, s'il vous plaît. Quand j'aurai toutes les mains levées, je désignerai des répondants. Ça va? Donc, calcul mental, 28 plus 36 fois 2. Calcul mental. Donc, vous levez la main quand j'aurai toutes les mains levées. 28 plus 36 fois 2. C'est pas grave. La démonstration va être significative quand même. Bon, ceux et celles qui avaient obtenu quelque chose, tu as obtenu, Julie? 128. Sébastien? 128, monsieur? 128? Est-ce que quelqu'un a autre chose que 128? Il n'y a personne dans la science ici. Bon. Si on avait les scientifiques ou une seule personne dans la science, si tu avais fait le calcul, tu nous aurais donné 100 comme réponse. Là, je demanderais, regardez, je n'ai rien fait encore. J'ai désigné pour obtenir des réponses. 128, 128, 100. OK. Comment es-tu parvenu à 128, Julie? Tu as fait quoi? 28 plus 36, ce qui donne 64. Tu as multiplié par 2, 128. Intéressant, intéressant. Là, je demanderais à Nicole. Marie-Claude, il faut faire la multiplication avant. Marie-Claude nous expliquerait qu'il y a une priorité dans les opérations. On fait la multiplication d'abord. Donc, 36 fois 2 donne 72. Et ensuite, on vient additionner le 28, ce qui, pas 72, mais 72, ce qui donne 100. Qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps-là? Je n'ai rien fait. Je n'ai que demandé des réponses. J'ai demandé des explications à la réponse, puis ensuite, vous en tirez vos conclusions. En principe, si quelqu'un avait dit 100 et je lui demande de donner sa réponse, les autres vont faire « Ah! » Vous vous rappelez les petits tests d'habileté qu'on avait là, quand on remplissait des coupons, il y a toujours un calcul mental, un calcul à faire comme ça. Maintenant, ils mettent des parenthèses parce que les gens oublient qu'il y a une priorité dans les opérations. Tout le monde perdait, tu ne l'avais jamais. En fait, il y a une priorité dans les opérations. La multiplication et l'addition se font avant l'addition et la soustraction. Fait que ceci vous montre que même avec une question très fermée comme celle-là, je peux jouer avec une classe. Une question ouverte, ben, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui ont un autre point de vue que celui-ci? Est-ce qu'il y en a qui abondent dans ce point de vue-là, mais voudraient le compléter? Je
suis pas obligé de donner le mien, je suis pas obligé de dire « Ah, super, bravo, c'est bon ce que tu viens de dire. » J'ai rien à faire. Je t'écoute. Je peux même reformuler pour être sûr que j'ai bien compris ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y en a d'autres à qui ça suggère des idées ou ci ou ça? On peut s'amuser comme ça, rien qu'en désignant des questions, puis en traitant la réponse d'une certaine façon. Donc, je fais durer le temps où c'est vous qui construisez le cours. Ça va? On va conclure avec les réactions par rapport aux réponses. Je vais y aller un petit peu rapidement. Vous dire, dans le fond, quel problème qu'on a avec une question, qu'elle soit fermée ou ouverte, c'est qu'on ne sait pas souvent quoi faire avec une réponse qui est mauvaise. Moi, je vous dirais, il n'y a quand même pas bien d'intérêt après une bonne réponse à dire « oui, c'est la bonne réponse ». On peut faire durer le plaisir comme je viens de vous le montrer. Mais imaginons qu'effectivement, on a une réponse qui est soit mauvaise ou en partie mauvaise. On fait quoi avec ça? Comment je fais en sorte qu'on s'en sorte? Parce que je suis mal pris, l'étudiant est mal pris. Je peux être même mal à l'aise. Oui, monsieur? C'est quelqu'un qui a une autre opinion. J'irai là à la toute fin. Ça, c'est mon dernier moyen. Je vais tenter quelque chose avec mon étudiant, je vais tenter d'aller jusqu'au bout avec cet étudiant-là. Oui, Yacine? Ben, tenter d'aller avec lui jusqu'au bout, dans le fond, selon sa réponse, pour lui démontrer que le chemin qu'il a pris n'en ramène à rien. Donc, que sa solution n'est pas la bonne. Bon, mais justement, pour la connaître, sa solution, moi, ça serait ma première question. Comment tu as trouvé cette réponse-là? Comment tu es arrivé là? Je le questionne. Oui. Est-ce que tu as bien compris ma question? Ça peut être ma question qui est le problème. Comment tu as répondu? Vous voyez, je suis en train juste de le soutenir dans la démarche. Ensuite, supposons qu'il a bien compris ma question. Bien là, je peux procéder comme tout à l'heure, mon enseignante de chimie. Là. Bon, qu'est-ce qu'on avait comme élément là? OK, là, ça va. Maintenant, si on les met ensemble, à quel genre de réaction on peut s'attendre? Vous voyez, je peux accompagner mon étudiant. En fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que les étudiants se rendent compte assez vite si on a le culte de la bonne réponse ou si pour nous, toute réponse est bonne. Moi, une mauvaise réponse, c'est bien intéressant. Ça montre comment quelqu'un pense. Puis ça montre que l'erreur, bien, ça montre à des étudiants que l'erreur est aussi profitable à l'apprentissage que la bonne réponse. Fait qu'une bonne réponse, OK, c'est ce que tu me donnes. Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose? Je peux jouer avec ça. Mais une mauvaise réponse, est-ce que je vais tout de suite dire non? Vous voyez, je voyais un extrait de la classe de Mme Lise cette semaine. Je cherchais un extrait de prof en train de questionner ses étudiants. Je n'ai rien trouvé. Et il y a une dame qui s'amène dans une classe multiethnique dans le parc Extension. La dame n'est pas une enseignante. Elle explique aux enfants de première année que le film qu'ils sont en train de tourner sur eux, ce film-là va raconter leur histoire dans le quartier. Elle dit, mais vous, est-ce que vous savez dans quel quartier vous habitez? Un petit gars, Québec, ça c'est un petit indien. Québec? Non. Une petite fille, Canada? Non. Il n'y a plus rien qui s'est dit. Vous habitez dans le parc Extension. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ça? Bon, là, le temps file, mais ça répète. Là. Québec, mais ça, le Québec, c'est la province dans laquelle tu vis. C'est un gros quartier. Ils sont en première année. Ils sont d'ethnie, je dirais, moins enracinés dans notre culture. Enfin, on peut peut-être leur expliquer des choses puis valoriser la réponse pour s'en aller vers la bonne. Mais dire non! C'est un petit peu castrant, s'il vous plaît. Puis on peut faire la même chose, nous, avec nos étudiants. Les soutenir, les accompagner, reformuler notre question, la subdiviser en sous-questions. À défaut de quoi, on peut aller chercher l'aide du groupe, comme monsieur le suggérait. Ça, c'est le fun. Bon, est-ce qu'il y en a dans la classe qui pourrait nous aider? Moi, comme formateur, je vais m'inclure dans la difficulté qu'on avait. Mettons, j'ai questionné Yacine, puis on est toujours à côté de la réponse ou autour. C'est intéressant, Yacine, ce qu'on trouve. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pourriez nous aider, nous compléter ce qu'on cherche depuis tout à l'heure? Là, je viens chercher le groupe là-dedans. Et ça fait en sorte que ce n'est pas moi qui dis oui ou non, mais c'est le groupe qui a construit la réponse. Vous voyez? J'ai un enseignant de chimie qui a posé une question à un étudiant. L'étudiant est à côté de la plaque, puis à côté de l'étudiant, il y en a un autre qui dit « niaiseux ». L'enseignant n'a jamais regardé l'étudiant dénigrateur. Il a regardé son autre étudiant, il a dit « intéressant ». Ça a commencé comme ça. Il a valorisé cette réponse-là. D'abord parce qu'il y avait eu une réponse intéressante. Explique-moi ce que tu viens de nous. Puis ça a commencé comme ça. Alors voilà. Avant que je vous remette les écrits qui pourront vous intéresser, qui en a tant si maintenant, à quoi bon questionner les étudiants en classe? Vous répondriez quoi spontanément? À quoi bon questionner les étudiants en classe?
Pardon? Valider. Susciter la réflexion. Susciter la réflexion. Interagir. Interagir. Les rendre actifs, etc. Puis, on avait dit aussi maintenir l'attention. Est-ce qu'il y a un remède aux questions qui tombent à plat et restent sans réponse? Ouais. Oui, lequel? Explique-moi comment t'es arrivé à cette réponse-là. Oui. Ou encore une question qui ne donne pas de réponse. Il n'y a personne qui participe. On va On peut reformuler. On peut découper. Pardon? Si c'est une question ouverte, on peut aller des questions Soit on la reformule, soit on la ramène dans la question plus facile, soit j'attends un peu plus longtemps, ou encore, etc. Vous voyez, on peut user de tout ça, je désigne, etc. Des fois, peut-être qu'en observant, je vais voir, tu as le goût de risquer quelque chose, voilà. Comment une question inutile peut-elle être utile? Ben, elle devient utile si elle en prépare une autre. Comme ma question qui est un petit piège. Pensez-vous que c'est utile de poser des questions en classe? C'était sûr que vous alliez répondre oui. Ça peut servir à quoi? Ça, c'était ma vraie bonne question. Puis enfin, cet atelier donnera-t-il des réponses ou ne laissera-t-il que des questions? Votre réponse, c'est quoi? Des questions. Ben, je suis content si ça vous laisse des questions, si ça vous a donné des éléments de réponse. Ben, je suis content que ça vous laisse des questions. Toute leçon doit être une réponse. Merci beaucoup de votre participation, merci de votre présence. Et je vais vous mettre ceci près de la sortie. Vous pouvez, à moins que le milieu je vous distribue, vous servez au. Je vais vous mettre ça, tiens, ici.